Bonjour tout le monde, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Je m'appelle Sophia Slimati, je travaille en tant que chef de produit cybersécurité chez Miel. S'il y a quelques personnes qui n'arrivent pas à m'entendre ou qui ne voient pas mon écran, merci de me le dire dans la section chat, mais normalement tout est bien. Donc l'objectif de cette session, comme indiqué dans l'objet, c'est de vous présenter la mission et l'approche de Palo Alto qui leur a permis aujourd'hui d'être le leader en cybersécurité. Ensuite, je vais vous parler de l'ensemble de leurs produits, de leur catalogue. Et ensuite, je vais présenter d'une façon générale l'ensemble des outils de vente qui nous mettent à notre disposition afin qu'on puisse accompagner les clients à mettre en place leur stratégie de prévention. Et à la fin de ces webinaires, je vais quand même mentionner quelques nouveautés par rapport au pricing et par rapport à quelques nouvelles offres de support. Donc aujourd'hui, Palo Alto, comme vous le savez, ça a été créé en 2005. En 2005, vraiment en retard par rapport aux autres éditeurs sur la partie pare-feu, sur la partie UTM. Ils sont arrivés en retard, mais ils sont arrivés avec une approche différente qui leur a permis aujourd'hui d'être capables de nous accompagner et de nous protéger des cyberattaques dans ce monde numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui n'arrête pas d'évoluer. Parce qu'on est tous conscients aujourd'hui qu'on utilise tous des appareils mobiles, que ce soit pour nos besoins personnels, que ce soit pour nos besoins professionnels. Les entreprises, quant à eux, ils proposent des applications pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur ou proposer de nouveaux services. Ils deviennent de plus en plus décentralisés en adoptant même des applications SaaS avec des utilisateurs plus nomades, en s'orientant vers le cloud public. Et du coup, cette ère digitale, comme le nom Palo Alto, doit être sécurisée de plus en plus et jour après jour. Et c'est la mission, la vision de Palo Alto qu'aujourd'hui adopte en fournissant une technologie qui permettra de sécuriser cette transformation digitale. Or, cette transformation digitale, elle avance rapidement et ça implique des risques. Et la gestion de ces risques, c'est en quoi consiste la cybersécurité. Donc, il faut aller aussi vite. Et il faut adresser tous les challenges qu'apporte cette sécurité, cette transformation digitale. Et c'est la mission de Palo Alto aujourd'hui qui veut offrir une technologie de cybersécurité pour pouvoir réduire la complexité, supprimer les erreurs humaines, et réduire les tâches manuelles. Pourquoi je parle aujourd'hui de complexité? Parce que quand les processus sont très complexes, il y aura beaucoup plus de chances que les choses tournent mal. Donc, il y aura des risques liés à l'exécution. Mais par contre, quand on réduit les tâches manuelles, quand on réduit les étapes supplémentaires, ça permet d'accélérer l'exécution. Et Palo Alto, aujourd'hui, leur plateforme, elle a été conçue pour la simplicité. Une plateforme déjà qu'on appelle aujourd'hui la Security Operating Platform. Donc, c'est pas uniquement les fameux pare-feu Next Generation applicatifs, mais toute une plateforme. Security parce que ça permet d'adresser les cas d'usage sécurité. Operating, ça permet de mettre en place des actions automatisées. Et plateforme parce que ça consiste en un ensemble de produits. Aujourd'hui, quand on parle de simplicité, il faut 3 critères indispensables. Il faut qu'on ait de la visibilité sur tout ce qui se passe dans le réseau, sur tout l'ensemble du trafic, que ce soit le trafic SSL, que ce soit le trafic DNS. Il faut qu'on ait de la visibilité là où il y a les données, là où il y a des utilisateurs, que ce soit on-premise, que ce soit site distant, que ce soit pour les utilisateurs nomades. Il faut qu'on ait de la visibilité aussi sur les applications, sur les droits d'accès quand il s'agit de modèles de cloud SaaS ou plutôt de cloud public. Et grâce à ça, on pourra mettre en place des politiques de contrôle cohérentes à notre environnement. Aussi, parmi les critères auxquels Palo Alto répond aujourd'hui pour que ça soit une plateforme simple, il y a l'intégration des différents outils qu'elle fournissent. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui disposent de plusieurs outils. Ça peut être 10, 20, 30 pour les grandes entreprises. Et c'est difficile de lier ces différents outils entre eux. Il faut faire des rotations de console à console pour pouvoir comprendre les différentes alertes de chaque outil. Et ça demande beaucoup de temps et ça crée énormément de gaps que les attaquants peuvent profiter à leur avantage pour pouvoir créer plus de dégâts dans l'entreprise. Donc, grâce à une intégration étroite entre les outils, ça permet de réduire les efforts nécessaires pour pouvoir connecter les outils déconnectés. Et troisième critère, c'est l'automatisation.
Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui utilisent l'automatisation en interne, que ce soit pour améliorer les chaînes d'approvisionnement ou améliorer l'expérience utilisateur. Et ça peut être très utile pour pouvoir gérer un grand volume de données. Parce que l'analytics, quand c'est utilisé d'une manière efficace, ça permet d'accélérer les résultats et d'améliorer les décisions. Parce qu'une équipe manuelle ne peut pas gérer tant de volume de données toute seule. Et aussi, grâce à l'automatisation, on peut déclencher des actions immédiates, ce qui permet d'améliorer la prévention et de freiner la propagation des menaces. Et Palo Alto aujourd'hui, beaucoup de personnes ne le savent pas, la croissance, elle est phénoménale. Aujourd'hui, leur année fiscale, ça finit en juillet de chaque année. L'année dernière, fin juillet 2019, ils ont fait un chiffre d'affaires de 3,5 milliards dans le monde. Dollars. Ici en France, ils ont fait 65 millions de dollars et l'augmentation était de presque 40%. Ils ont été la huitième année consécutive leader sur le quadrant magique, récompensés par d'autres organismes comme ce qu'on appelle j'ai oublié le nom là, mais là on fait des tests par rapport à une gamme bien précise et on donne des notes par rapport à cette gamme-là quant à tout ce qui est blocage des attaques. À peu près, ils sont à 60 000 clients dans le monde, tous secteurs confondus, que ça soit financier, que ça soit gouvernement, que ça soit commercial. Sur la partie gouvernement aujourd'hui, même des mairies, ils ont des Palo Alto. Avant, on disait que Palo Alto c'était trop cher, mais c'est vrai, c'était trop cher. Ils visaient le grand compte, mais aujourd'hui, ils ont changé leur politique de prix. Ils arrivent même à adresser le petit compte grâce à leur petit boîtier qu'ils ont lancé sur le marché. Si on voit ici, c'est un slide en fait qui récapitule les 3 directions aujourd'hui que la transformation digitale prend. On peut les regrouper dans 3 piliers, même cités sur le site de Palo Alto. Il y a Secure the Enterprise, Secure the Cloud and Secure the Future. Secure the Enterprise, ça adresse tous les cas d'usage relatifs à la sécurité périmétrique, à la sécurité au niveau des data centers, que même pour les sites distants, pour les nomades, pour les connectivités 5G pour les opérateurs, pour les connectivités IoT, pour tout ce qui est endpoint, serveur et poste de travail. Pour la sécurité du cloud, ça permet d'adresser les cas d'usage pour sécuriser les sites distants, pour sécuriser les nomades, pour sécuriser l'accès aux applications SaaS, l'accès aux applications qui sont déployées dans le cloud. Palo Alto, ils ont fait pas mal d'investissements dans ce volet-là en rachetant plusieurs solutions dans ce domaine-là afin de pouvoir proposer l'offre la plus complète pour adresser les cas d'usage cloud. Et troisième pilier, c'est Secure the Future, afin d'accompagner les clients pour pouvoir arrêter les attaques sophistiquées, les attaques ciblées. Là, pareil, Palo Alto, ils ont fait pas mal d'investissements. En 2018, ils ont racheté la solution LightSecDo, qui aujourd'hui l'offre qui fait tout ce qui est l'analyse comportementale. Et en 2019 ou fin 2018, ils ont racheté SecDo afin d'améliorer leur capacité de prévention par des capacités de détection et de réponse hautement ciblées, et ainsi transformant l'analytics en action pour pouvoir stopper les attaques le plus vite possible. Donc, quand on voit ces 3 piliers, pour chaque pilier, Palo Alto propose une offre. Pour Secure the Enterprise, c'est l'offre Legacy de Palo Alto, qui permet d'offrir une visibilité et un contrôle sur l'ensemble des points d'enforcement dont nous avons besoin pour faire les mesures nécessaires, des outils qui sont étroitement liés et qui, en plus de ça, jouent le rôle de sonde réseau afin de communiquer l'ensemble des logs à des outils de machine learning et d'intelligence artificielle. Pour la partie Secure the Cloud, c'est l'offre Prisma. Et pour la partie Secure the Future, c'est la plateforme Cortex. Donc, sur ce slide, ça résume l'ensemble des produits de Palo Alto. Donc, quand on a parlé de Secure the Enterprise, il y a la partie Next Generation Firewall. Ce sont les fameuses appliances physiques qui peuvent être aussi sous forme d'appliances virtuelles, et qui peuvent être associés à différentes fonctionnalités qu'on peut activer dans le cloud, à savoir Threat Prevention, filtrage URL, Whitefire et DNS. S'ajoute à ça, sur la partie Endpoint, la solution Traps, qui est gérée par TMS, la solution de management dans le cloud,
Aussi, la licence Global Protect pour pouvoir fournir des licences VPN avancées et des fonctionnalités HIPS sur le profil de l'utilisateur. Et sur la partie cloud, il y a aussi, excusez-moi, je vais juste décaler la fenêtre parce que j'arrive pas à voir, voilà. Et sur la partie cloud, il y a les pare-feux sous forme des appliances virtuelles qui permettent en fait de contrôler et de sécuriser le trafic East-West dans un environnement virtuel. Dans un environnement virtuel, on aura plusieurs serveurs installés sous forme de machines virtuelles. Donc, on peut dédier même une machine virtuelle au pare-feu Palo Alto afin qu'il puisse sécuriser le trafic East-West entre ces différentes machines virtuelles, mais aussi le trafic East-West. Donc, les VM, normalement, soit on les installe dans des environnements Azure, Amazon ou bien même au niveau des sites distants. Après, dans le volet Secure the Cloud, si vous vous rappelez, j'ai parlé de Prisma Access. Prisma Access, c'est anciennement le GPCS, Global Protect Cloud Services, pour la sécurisation des accès distants. Après, il y a Prisma Public Cloud qui est anciennement Redlock pour pouvoir donner de la visibilité sur ce qui se passe dans des environnements cloud publics. Il y a Prisma SaaS pour donner de la visibilité dans l'usage des applications SaaS. Twistlock et PureSec qui ont été rachetés en début de cette année par Palo Alto pour pouvoir couvrir les cas d'usage relatifs à la sécurité dans des environnements des containers et des serverless. Et bien sûr, tous ces services adjacents qui sont dans le cloud, que ce soit le TP, le Wildfire, le filtrage URL, DNS, sont rattachés à Prisma Access, sont rattachés aux appliances VM et sont rattachés aux appliances physiques afin de fournir la protection nécessaire aux besoins clients. Après, ce qu'on a, c'est le panorama qui permet de gérer d'une façon centralisée l'ensemble des boîtiers physiques Next Generation et aussi les appliances virtuelles, nécessaires aussi pour provisionner Prisma Access. S'ajoute à ça la base de données d'indice de compromission de Palo Alto qui s'appelle Autofocus, qui permet d'exploiter les résultats de Wildfire et de les mettre à la disposition des communautés de recherche, notamment la communauté de Palo Alto Unit 42, qui est un centre de recherche qui travaille 24 heures sur 24, faisant l'analyse de tout ce qui est artifacts des différents fichiers, des différents malwares qui ont été détectés dans le monde entier. Après, sur la partie Secure the Future, quand je vous ai dit, c'est à travers la plateforme Cortex, là où on configure différentes sources de données, que ça soit la partie réseau, que ça soit la partie endpoint, que ça soit la partie Prisma Access, à envoyer l'ensemble des logs à un concentrateur de logs qui s'appelle Cortex Data Lake. Et après, ces données sont mises à la disposition d'un ensemble d'applications, des applications qui sont développées par Palo Alto, des applications qui sont développées par d'autres éditeurs et des applications qui sont développées par le client lui-même. Parmi les applications qui sont développées par Palo Alto, c'est Cortex XDR qui permet en fait d'utiliser l'ensemble des logs qui sont remontés par les sources de données et d'appliquer du machine learning pour pouvoir révéler les causes origines de l'attaque. Et parmi les applications tierces, on trouve pas mal de solutions ici, mais à la disposition du client, à travers un portail où le client, par exemple, s'il est intéressé par Phantom ou intéressé par les Coded Future, il pourra demander une licence d'évaluation directement à travers ce portail. Et enfin, il y a Demisto, qui a été aussi racheté en début de cette année, qui est la plateforme d'orchestration et d'automatisation des réponses. Donc, comme vous avez vu, ce slide résume l'ensemble de l'offre de Palo Alto, qui consiste pas uniquement en son produit phare, les Next Generation Firewall ou les endpoints, la solution Traps, mais plutôt un ensemble de produits étroitement intégrés afin de répondre aux différents cas d'usage sécurité liés aux besoins du client. Donc, si on revient aux trois piliers, si on veut faire un mapping, donc sur la partie Secure de Enterprise, on trouve le pare-feu NextGen avec les différentes licences Threat Prevention pour tout ce qui est inspection du contenu contre les antivirus, contre les virus, contre les spyware, contre les vulnérabilités, contre les attaques DDoS, filtrage URL, Wildfire qui est l'environnement sandboxing de Palo Alto, la sécurité DNS pour pouvoir analyser les domaines malicieux Zero Day et la licence Global Protect pour les fonctionnalités avancées du VPN. Et s'ajoute à ça Traps. Sur la partie Secure de Cloud, on trouve l'offre Prisma, qui est composée de plusieurs produits. Prisma Access,
Prisma Public Cloud, Prisma Cloud qui regroupe aujourd'hui Twistlog et PureSec, et Prisma SaaS. Prisma SaaS, c'était l'ancien produit qui s'appelait avant Aperture. Et sur la partie Cortex, on trouve Cortex Data Lake, on trouve Cortex XDR, on trouve Autofocus, la base de données d'indices de compromission, et on trouve Denisto. Donc là, c'est un mapping entre les différents produits proposés par Palo Alto et les différents piliers sur lesquels ils se basent pour mettre en place leur stratégie. Donc, ce que je vais faire durant ces slides, c'est vous présenter d'une façon générale ces différentes composantes. Donc, sur la partie Secured Enterprise, on trouve le fameux pare-feu Next Generation. Palo Alto, quand ils ont apporté leur pare-feu sur le marché, ils sont arrivés avec une approche différente, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui consiste en fait à faire des règles de politique en se basant sur l'application elle-même plutôt que sur le port et sur le protocole. Parce que les applications, depuis un certain moment, ils se contentent plus d'un seul port, ils se contentent plus d'un seul protocole, ils deviennent de plus en plus évasives. Il y a des applications, par exemple, comme le Skype, qui analysent le réseau en faisant du port roping afin de faire circuler le trafic, le flux à travers d'autres ports et dans le but d'améliorer une expérience utilisateur améliorée. Donc, on ne peut pas se contenter aujourd'hui de faire des règles politiques uniquement sur le pôle et sur le protocole, mais plutôt sur la base des applications. Et Palo Alto, aujourd'hui, cette classification d'applications, elle est faite d'une façon très granulaire, soit en utilisant des signatures, soit en utilisant des décodeurs, soit en utilisant des règles heuristiques. Et bien sûr, s'ajoute à ça l'ensemble des différents services que j'avais cités tout à l'heure, toutes les souscriptions qu'on rattache au pare-feu, qui permettent de remplacer différents outils comme l'IPS, comme le proxy, comme l'anti-spam, comme l'anti-spyware. Et tout ça se déclenche en un seul clic à travers le cloud pour pouvoir fournir la sécurité adéquate. Et bien sûr, toutes les actions qui ont déclenché, une fois que, par exemple, qu'un malware est détecté au sein d'un pare-feu et cette information, elle est partagée avec l'ensemble des composantes de Palo Alto dans le monde grâce à la souscription Wildfire. Wildfire, aujourd'hui, comment ça marche? Quand Traps ou quand les pare-feux NextGen détectent un malware et dont ils n'ont pas la signature au niveau de leur base de données, ils envoient ce malware à Wildfire. Et Wildfire, après, fait plusieurs types d'analyses. Il fait ce qu'on appelle l'analyse statique, après il fait la machine learning, il fait une analyse dynamique, il fait le profiling du réseau pour pouvoir donner un verdict. Que ce soit un verdict malicieux, bénin, phishing ou greyware. Greyware, c'est tout ce qui est lié aux publicitaires, aux campagnes de publicité et aux newsletters. Et le point fort de Wildfire par rapport à la concurrence, c'est que c'est pas basé sur un environnement virtuel open source. C'est vraiment une plateforme propriétaire à Palo Alto. Et du coup, les attaquants auront beaucoup de mal à pouvoir contourner cet environnement virtuel. Mais supposons même qu'ils arrivent à le contourner, Palo Alto passe à un stade plus supérieur en exécutant l'échantillon dans un environnement bare métal, dans un serveur physique. Et là, c'est sûr qu'ils vont voir le comportement d'échantillon, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Et une fois ce résultat donné, on partage cette information avec l'ensemble des pare-feux dans le monde, pas uniquement les pare-feux du client, mais même avec l'ensemble des solutions Traps dans le monde, que ce soit sur les postes de travail, que ce soit sur les serveurs, et aussi avec Prisma Access aussi, qui utilise aussi cette fonctionnalité Wildfire. Traps aussi, ça a été conçu de telle sorte à bloquer les exploits en se basant sur les techniques d'exploit. Donc c'est une solution qui peut s'installer sur un antivirus existant et cette solution a une approche très différente. C'est pas 100% un antivirus comme ce que fait McAfee, comme ce que fait peut-être Symantec. Genre, on va pas trouver de fonctionnalités comme filtrage URL, comme un pare-feu, mais plutôt eux, ils se concentrent sur le blocage des codes malveillants. Ils bloquent les malwares en faisant plusieurs analyses. Une analyse locale, une analyse via Wildfire, une analyse en regardant le comportement des malwares, s'il y a des lancements des processus enfants, s'il y a des lancements des processus de cryptage liés à un ransomware. Pour tout ce qui est la protection contre les exploits, ils utilisent plusieurs modules de prévention, à savoir comme le module de prévention contre la reconnaissance, les modules de prévention contre la corruption de mémoire, contre le kernel, contre l'exécution des codes. Donc tout ça,
c'est fait afin de pouvoir bloquer même les attaques qui sont sans fichier. Parce qu'aujourd'hui, les attaquants, ils sont conscients que l'utilisateur ne va pas immédiatement ouvrir une pièce jointe, mais s'ils lancent des scripts dans le but derrière d'exploiter des vulnérabilités pour pouvoir lancer des attaques fichiers, c'est là où Traps bloque l'attaque en force grâce aux différents modules de prévention qu'il utilise. Et aussi, avec Traps, il y a la licence Wildfire qui est rattachée par défaut. Donc, ce n'est pas une licence de plus qu'on active au niveau de Traps, mais dès que vous achetez une souscription de Traps, vous avez le Wildfire inclus par défaut. Et bien sûr, avec les dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées au niveau de Traps, on arrive aujourd'hui à collecter l'ensemble des logs enrichis au niveau des postes de travail, comme par exemple les chemins des processus, les fichiers, les hashes, les commandes qui ont été tapées. Tout ça, ça peut être collecté par Traps et envoyé à la couche, ce que j'ai dit tout à l'heure, le Cortex Data Lake, afin que ça soit exploité par d'autres outils qui utilisent le machine learning. Donc, ça, c'était pour la partie Secure d'Enterprise. Pour la partie Secure des Cloud, on est aujourd'hui conscient que les utilisateurs, avant, ils se contentaient de se connecter de leur bureau, utilisant un seul équipement géré. Mais aujourd'hui, le métier de l'entreprise, il n'est pas 100% consolidé dans un seul emplacement. Ils utilisent plusieurs applications qui ne sont pas au niveau uniquement du data center, mais ils peuvent aussi être dans des clouds publics ou dans des clouds privés. Aussi, les utilisateurs, ils ne se connectent pas uniquement de leur bureau, mais à travers plusieurs sites, à travers de leurs appareils mobiles. Encore pire, on est face parfois à des sous-contractants qui se connectent aux applications de l'entreprise et en utilisant des devices qui ne sont pas gérés par l'entreprise, mais par une autre entreprise. Donc, ça augmente vraiment les risques et surtout aussi quand il s'agit de fournir un accès Internet à ces différents utilisateurs nomades, à ces différents sites, ce qui vraiment rend les tâches plus complexes à faire en termes de stratégie de sécurité. Et aujourd'hui, quand on parle de voyage vers le cloud, on peut regrouper les clients en 3 domaines. Il y a le domaine de l'accès, où le client aura besoin de faire connecter les utilisateurs et transporter les données du cloud vers le cloud. Il y a le domaine de tout ce qui est application SaaS, où on a besoin de découvrir et de contrôler l'utilisation des applications. Et le domaine des applications cloud, où on se retrouve dans des stratégies de conception, de construction des applications dans des clouds publics, à savoir Amazon, Azure et Google aussi. Donc, quand vous êtes face à un client aujourd'hui, il doit prendre en considération 7 aspects clés. Il faut que sa flotte mobile puisse se connecter au cloud et aux applications sans pour autant être obligé de passer par le hub central. Pareil pour les sites distants, ils doivent être capables de fournir un accès à ces sites distants, que ce soit aux applications, que ce soit au cloud, que ce soit aux applications, que ce soit à Internet, sans passer pareil par le site central. Il faut qu'ils mettent en place une stratégie zéro trust, aucune confiance. Il faut qu'ils s'assurent que la configuration au niveau des clouds publics s'est fait conformément aux best practices. Il faut qu'ils s'assurent que leurs données sont protégées dans le cloud. Il faut qu'ils s'assurent qu'il n'y ait pas de brèche de sécurité, pas de menaces, et surtout essayer d'introduire la sécurité dans le cycle de développement des applications dès le départ, quand il s'agit de travailler avec l'équipe DevOps ou SecOps. Et pour répondre à ces différentes problématiques, aujourd'hui Palo Alto propose ce qu'on appelle le Prisma Access, qui était anciennement appelé le GPCS, Global Protect Cloud Service. Donc, il faut le voir comme un service pare-feu dans le cloud qui permet en fait de fournir une sécurité complète et riche, que ce soit pour les utilisateurs nomades, que ce soit pour les sites distants, que ce soit pour les sites centrales. Ça permet en fait de compléter l'usage des SD-WAN en ajoutant une couche sécurité en plus. Parce qu'avec une architecture SD-WAN par exemple, on peut faire ce qu'on appelle le breakout local pour une sortie Internet, mais c'est pas assez sécurisé. Et pareil, les utilisateurs, que ce soit au niveau du site distant ou que ce soit les utilisateurs nomades, pour qu'ils puissent accéder aux applications cloud ou Internet, ils sont obligés de passer par le site central. Donc ça ajoute de la latence et ça dégrade l'expérience utilisateur. Donc l'idée ici, c'est d'avoir uniquement une connexion Internet. On installe, pour le cas des sites distants, on installe un agent. Le site distant, on a besoin juste d'une connexion VPN, donc même une Livebox Internet, elle peut faire l'affaire. Elle doit être capable de monter un tunnel IPsec vers la gateway la plus proche de Palo Alto.
pour pouvoir accéder à ce service cloud de protection par feu. Pour les sites distants, pour les nomades, on a besoin d'installer un agent sur leur appareil mobile. Pareil, ils ont une connexion 4G. À travers leur agent, ils essaient de se connecter au POP Data Center de Palo Alto le plus proche afin qu'ils puissent bénéficier de la sécurité complète. Et après, en fonction de la stratégie du client, soit ils peuvent accéder à Internet, aux applications cloud, ou peut-être s'authentifier avec un AD avant de sortir vers le cloud, et ainsi de suite. Donc, Prisma Access, c'est pour tout ce qui est sécurisation de l'accès des sites distants et sécurisation de l'accès des utilisateurs nomades. Après vient Prisma SaaS, anciennement Aperture, dans le but de donner de la visibilité sur l'usage des applications SaaS. Parce que l'équipe IT, l'équipe support, l'équipe opérationnelle, dès que la donnée sort de son périmètre, c'est difficile d'avoir le contrôle sur cette donnée-là. Mais grâce à Prisma SaaS, on va pouvoir inspecter le contenu de tout ce qui est hébergé au niveau de cette application SaaS, contrôler comment cette donnée elle est exposée, avec qui elle est partagée, comment et qu'est-ce qui est partagé, classer les documents de telle sorte à prévenir les fuites de données et détecter s'il y a des brèches de sécurité. Par exemple, Dropbox, moi je peux uploader un document et mon collègue, il peut le télécharger quand il n'est pas au niveau de l'entreprise, quand il est off-site, télécharger ce document et si ce document est infecté, eh ben la menace va être propagée partout. Et comment se fait cette intégration ? C'est juste à travers une API, donc ça change rien en l'expérience utilisateur. Et à travers cette API, on pourra faire l'ensemble de ces actions-là et vérifier s'il y a une violation de la politique de tout ce qui est hébergé au niveau de cette application SaaS, comment c'est partagé, avec qui, et mettre en place des actions de remédiation, soit en informant l'utilisateur, soit en l'informant pas. Donc, concernant le licensing pour Prisma SaaS, c'est en fonction du nombre d'utilisateurs pour toutes les applications SaaS. Et c'est sous forme de souscription. J'ai oublié de parler du licensing pour Prisma Access. Si je reviens ici, excusez-moi. Pour Prisma Access, alors pour les sites distants, c'est en fonction de la bande passante au niveau des sites distants utilisés pour le VPN. Donc, si par exemple, j'ai 5 sites distants et au niveau de chaque site distant, j'ai 10 mégas, 10, donc 10 fois 5, ça fait 50. Donc, j'aurai besoin de 50 mégabits par seconde. Bon, là, j'ai donné le mauvais exemple parce que chez Palo, le minimum, c'est 200 mégabits par seconde. On ne compte pas la bande passante du site central. Donc, c'est un minimum de 200 mégabits par seconde, bande passante totale au niveau de tous les sites distants. Et pour les utilisateurs mobiles, c'est en fonction des utilisateurs nomades et c'est minimum 200 utilisateurs. Voilà. Il se peut qu'il y ait des améliorations par rapport au licensing. Peut-être que la partie qui se base sur la bande passante sera éliminée et ils vont garder juste le licensing en fonction du nombre d'utilisateurs. Mais voilà, on attend toujours la roadmap de Palo Alto par rapport à ça. Donc, je reviens après à Prisma Public Cloud. Pour la sécurité dans des infrastructures IA CPaaS, il faut voir Prisma Public Cloud, anciennement Redlock, comme un sort d'auditeur. On audite si la plateforme elle est conformément configurée aux meilleures pratiques, si l'accès il est régi. Ça se connecte ça s'utilise via une API. Et après, on ingère l'ensemble des logs émanant de l'ensemble des solutions qui sont hébergées dans le cloud public, des différentes ressources. Et ces alertes-là, une fois qu'on détecte que quelque chose n'est pas conforme par rapport à la politique en interne, on informe l'équipe DevOps et SecOps dès le départ pour qu'ils puissent remédier à ça avant de fournir le résultat final de l'application. Donc, comme j'ai dit, il faut le voir comme un auditeur. Aujourd'hui, après le rachat de Twistlock et PureSec, on dit qu'ils vont peut-être regrouper Redlock, Twistlock et PureSec dans un seul produit. On n'a pas encore des détails par rapport à ça, mais c'est sûr, une fois qu'on aura plus d'informations, on pourra vous accompagner, vous les communiquer, vous accompagner dessus. Et comme j'ai dit, Twistlock, c'est pour tout ce qui est container, et serverless, c'est tout ce qui est PureSec, c'est tout ce qui est serverless. Pardon. Sur la partie Secure the Future, aujourd'hui, on peut se protéger contre les différentes attaques, que ce soit des attaques connues qui se basent sur des signatures, les attaques zero day, grâce à nos outils de prévention comme les pare-feux, comme les endpoints. Mais il y aura toujours 1% des attaques sophistiquées qu'on ne pourra pas détecter.
Et c'est là où les clients, les grandes entreprises, afin de pouvoir se protéger, mettent en place plusieurs outils. Ça peut être des outils NTA, Network Traffic Analysis comme Vectra, comme ExtraHop, ça peut être des modules UABA, ça peut être des outils SIEM. Mais le problème avec ces outils, c'est que chaque outil génère ses propres alertes. Et on ne peut pas distinguer ce qui est positif et ce qui est vraiment malicieux. Et les analystes, ils sont obligés de switcher d'une console à console pour pouvoir faire l'analyse. Cette analyse qui est presque à 90% manuelle, ce qui nécessite beaucoup de temps pour pouvoir détecter les attaques et mettre en place des actions de réponse immédiates. Et ça, c'est très avantageux pour les attaquants, car aujourd'hui, malheureusement, ils profitent de la diminution du coût de la puissance de calcul pour pouvoir délivrer des attaques à moindre coût. Mais Palo Alto, qu'est-ce qu'il propose pour pouvoir remédier à ce genre, à ces problématiques liées aux attaques sophistiquées qu'on n'arrive pas à détecter? C'est à travers aujourd'hui la plateforme Cortex, Cortex XDR plus précisément, qui utilise le machine learning et l'intelligence artificielle pour pouvoir révéler les causes origines des incidents. Comment ça se passe? Ils intègrent l'ensemble des logs qui proviennent de la partie réseau, de la partie endpoint, de la partie Prisma Access, soit en utilisant des règles qui utilisent l'analyse comportementale ou des règles de détection personnalisées pour pouvoir révéler comment l'incident s'est vraiment déclenché. À travers quelle URL, à travers quel process, à travers quel chemin et à travers une console, la console de Cortex XDR, je peux faire des actions, par exemple bloquer l'endpoint, terminer un processus, isoler le trafic et ainsi de suite. On peut compléter l'ensemble des informations qui sont collectées par des IOC, des indices de compromission, soit émanant d'Autofocus, soit émanant de d'autres feeds que le client dispose tierces. Et bien sûr, l'accélération de la mise en place des réponses grâce à des NISTO. Donc, quand je vous ai dit, pour la partie Cortex XDR, on configure les pare-feux à envoyer les logs à Cortex Data Lake, les endpoints à envoyer leurs logs à Cortex Data Lake, et la partie Prisma Access, ainsi que les VM s'ils sont déployés dans des clouds publics ou au privé, ou même au niveau des sites distants. On peut choisir quel log envoyer de la partie network. Par contre, sur la partie endpoint, on n'a pas cette possibilité-là de choisir les logs, mais il faut avoir tous les logs au niveau du endpoint. Quand je vous ai dit, on envoie les informations par rapport au processus, par rapport au hash, par rapport aux lignes de commande exécutées. Et quand on envoie tout ça à Cortex Data Lake, c'est une souscription en Tera, minimum 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que pour pouvoir appliquer le machine learning, on a besoin d'un historique, de base pour pouvoir comparer ce qui est anormal et anormal. Donc, c'est une souscription de minimum 1 Tera pour un minimum de jours, de 30 jours. Et après, il y a Cortex XDR qui va puiser dans ce Cortex Data Lake pour pouvoir exploiter ces logs et appliquer le machine learning pour pouvoir révéler voilà, tout ce qui relate à n'importe quel incident qui a touché le réseau. Et le Cortex XDR sans licensing, une fois que j'aurai coté la partie Cortex Data Lake, j'ajoute une souscription Cortex XDR, pareil, en se basant sur le nombre de Tera. Et pour Cortex XDR, le minimum, c'est 1 Tera. Pour la partie des NISTO, ils se focalisent aujourd'hui sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'automatisation des workflows à travers l'intégration avec plusieurs outils, des centaines d'outils tiers, que ce soit en sécurité et non sécurité. Il permet de déclencher des actions, des milliers d'actions, soit en temps réel, à distance, ou bien automatisées via des playbooks. On peut par exemple lancer une action de la recherche d'une réputation URL. On peut par exemple isoler un endpoint, le mettre en quarantaine. On peut envoyer un courrier à partir d'une boîte de résidence, enfin d'un courrier électronique. On peut aussi lancer par exemple un fichier dans un environnement sandbox. Donc tout ça permet en fait d'améliorer et faire accélérer la réponse aux incidents. Le deuxième axe, c'est la gestion des tickets et la gestion des incidents. Parce que oui, quand on a des alertes, c'est des incidents derrière, c'est des tickets de support derrière. Et l'objectif, c'est de pouvoir gérer ces tickets d'une manière correcte. Demisto, il a la capacité d'ingérer plusieurs alertes de plusieurs sources de données, des SIEM, des scans de vulnérabilité, des NTA, des modules UABA, affecter des SLA
à ces tickets de support afin que vous puissiez après mesurer vos indicateurs de performance et aussi après par la suite mettre en place soit des tableaux de bord, soit des rapports avec des widgets, avec différents types d'incidents en fonction de la population qu'on veut viser. Et troisième axe, c'est la collaboration entre les différentes équipes. Pour chaque incident, Demisto met à nos dispositions une fenêtre, une chambre, ce qu'on appelle le war room, où les différents analystes peuvent collaborer ensemble et proposer des solutions. Et ce qui est bien encore, c'est qu'on peut, à travers cette fenêtre, cette chambre de collaboration, lancer directement des lignes de commande sur les consoles des différents outils qui sont intégrés, et ça évite là aux analystes de faire plusieurs switches entre les différentes consoles des outils. Et encore, on a la possibilité, tout ce qui est tapé dans cette fenêtre, il est documenté. Ça nous évite ainsi de faire la post-documentation manuelle. On peut à cause de ça laisser filer pas mal d'informations. Donc c'est vraiment pour faciliter la collaboration et le troubleshooting des incidents. Donc j'ai fait le tour là de l'ensemble des produits de Palo Alto. Il manque Twistlock et PureSec. Là, on attend toujours que les équipes de Palo Alto nous parlent plus de ces produits-là. Pour le moment, ce sont des équipes dédiées. C'est toujours l'équipe Twistlock et l'équipe PureSec qui travaillent sur les projets qui adressent ce besoin-là. Dès qu'on aura plus d'informations, on reviendra vers vous, c'est sûr. N'hésitez pas à poser des questions. Je pourrai les voir à la fin du webinaire et ainsi répondre à vos questions. Là, je vais passer à la deuxième partie, qui consiste à l'ensemble des outils de vente que vous pouvez utiliser pour pouvoir bien positionner l'ensemble des produits de Palo Alto. Aujourd'hui, ce qu'il y a, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il y a pas mal d'outils que vous pouvez utiliser. On a le premier outil, c'est le PPA. En fait, c'est un outil d'évaluation qui nous permet d'avoir une base de référence de où se trouve le client aujourd'hui et vers quoi il veut se diriger en termes de stratégie de sécurité. Donc, c'est un ensemble de questions-réponses, à peu près 80 questions, qui visent à savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont activées, leur pourcentage d'utilisation, le client il est intéressé par quoi. Ça passe à travers plusieurs domaines allant de l'architecture nécessaire à mettre en place le niveau de sécurité dont le client a besoin. Et à la fin, on a un rapport de 15 à 20 pages qui résume la situation actuelle du client et la roadmap sur 12 ou 18 mois que le client doit suivre afin d'arriver à ses objectifs en termes de sécurité. Donc ça, c'est le PPA. Après vient le Best Practice Assessments avec Heatmap. Ça, c'est un outil qu'il faut utiliser surtout pour les clients existants Palo Alto. C'est un outil d'audit. Tous vos clients Palo Alto aujourd'hui, vous pouvez aller les voir après un déploiement ou juste à la fin d'un déploiement pour s'assurer que le scope of work a été bien respecté, voir ce qu'il en manque. Donc, il suffit juste de télécharger un fichier qui s'appelle le Tech Support, soit du panorama, soit du pare-feu, et après générer un rapport qui va nous donner quoi? Alors, il y a deux aspects dans le Best Practice Assessment. Il y a le heatmap et le BPA. Le heatmap, en fait, ça nous donne l'état actuel de l'ensemble des fonctionnalités qui sont actuellement utilisées et surtout leur degré d'utilisation en termes de pourcentage. Et au fur et à mesure que vous allez mettre en place des heatmaps, vous allez voir la tendance de l'utilisation et l'évolution de cette utilisation à travers le temps. Alors, soit c'est le partenaire qui génère ce rapport-là, en créant un DR, une fois le DR créé, on a une opportunité et vous générez le BPA, soit c'est le client qui le crée lui-même à travers le portail client. Et le deuxième volet, c'est le Best Practice Assessments. C'est en fait c'est un audit qui en fait compare chaque configuration à un Best Practice de Palo Alto. Et il va donner un résultat, fail ou pass. Alors si c'est pass, c'est OK. Si c'est fail, on nous donne la recommandation. Déjà, pourquoi c'est fail, pourquoi ça ne doit pas être le cas. Et la recommandation par rapport à la Best Practice à utiliser. Palo Alto, ils ont un guide à peu près de 350 best practices à utiliser et le BPA se base sur ce guide-là pour pouvoir donner les recommandations à mettre en place. Et donc, pareil, il suffit de créer un DR, une opportunité et générer le BPA en se basant sur le fichier Tech Support. Après, il y a l'outil Expédition.
C'est l'outil en fait qui permet la transition d'un pare-feu non Palo Alto, d'un pare-feu concurrent que le client veut remplacer par du Palo Alto. Donc ça permet en fait de trouver le mapping de l'ensemble des règles de politique qui sont configurées au niveau d'un Fortinet, au niveau d'un ASA, vers une règle de politique basée sur le métier. Et c'est en quoi consiste Palo Alto, qui est la force de Palo Alto aujourd'hui. Et enfin, le fameux SLR qu'on propose aux clients qui veulent découvrir Palo Alto, qui ont un concurrent, qui consiste à leur montrer comment une plateforme de sécurité opérationnelle peut les aider. C'est un rapport qui leur fournit la visibilité sur les applications, les virus, les vulnérabilités, l'usage des applications SaaS, s'il y a un trafic crypté, quel est le risque associé au trafic crypté, l'usage des réseaux sociaux, l'accès à des URL malicieux. Donc tout ça, c'est regroupé dans un rapport. C'est le fameux rapport qu'on génère après avoir mis en place un POC. Donc le POC, on le met pendant une semaine en mode mirroring, parfois même en mode production, donc ça dépend des clients, mais la majorité des cas, c'est en mode mirroring. On laisse tourner pendant une semaine et après, on a un rapport. Donc, on extracte un fichier qui s'appelle le Stamped Dumps. Et pareil, on crée une opportunité, un DR, une opportunité, et on génère le SLR. La majorité des partenaires, ils savent comment générer un SLR, et c'est le même principe pour le BPA. N'empêche que le SLR aussi, ils peuvent être utilisés pour les clients existants Palo Alto, avec le BPA, avec le heatmap. Donc, exploiter ces outils pour pouvoir générer de l'upsell, générer du service, et surtout avoir des clients satisfaits qui sont accompagnés même après le cycle de vente, et pas uniquement pendant la phase de vente. Aussi, il y a un outil qu'on appelle Ultimate Test Drive. C'est pas vraiment un outil, mais ça permet aussi d'accélérer les ventes. C'est des workshops techniques en fait qu'on peut proposer à vos clients sur beaucoup de thèmes. On a ici le thème Security Operating Platform sur l'ensemble des produits de Palo Alto. Il y a le thème sur la partie Next-Gen. Il y a le thème sur la partie Traps. Le thème sur la partie Threat Prevention et l'ensemble des licences associées, tout ce qui se rapporte à l'anti-spyware, l'anti-DDoS, l'anti-vulnérabilité. Network Security Management, donc c'est un UTD sur Panorama. L'UTD sur le déploiement des VM dans un environnement Microsoft Azure, dans un environnement Google et dans un environnement Amazon. Donc c'est un workshop que Miel peut animer pour vous, pour vos clients qui sont susceptibles d'être intéressés par Palo Alto. C'est un workshop c'est vraiment un workshop technique, pas une présentation. Donc, il y a des labs qu'on réserve auprès de Palo Alto. Ça se fait en une demi-journée. Il suffit juste qu'il y ait un accès à Internet, une salle. Il y a même des UTD qu'on organise pour les partenaires. Prochainement, il y aura un UTD qui va être organisé pour les partenaires sur Traps. Donc, il y a l'invitation qui va être envoyée bientôt à l'ensemble de nos partenaires. Mais, quand je dis c'est pour les partenaires, même en interne, si vous avez une équipe technique qui aimerait monter en compétence sur un thème particulier, on peut organiser ce workshop technique dans vos locaux. On peut l'organiser ici chez Miel ou chez Palo Alto, et là, il y a l'ensemble de partenaires qui assistent. Et on peut l'organiser pour vos clients aussi. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Sachez aussi qu'il y a des UTD en ligne d'une durée de 2 heures. Il faut juste s'enregistrer sur les UTD qui sont relatifs à la région EMEA par rapport au thème qui vous intéresse. Ça serait plus intéressant que ça soit une session animée en live to live plutôt que d'être collé devant son PC à se connecter à un lab distant tout seul. Donc, ça, c'est l'ensemble des outils. Donc, on a le PPA, on a le BPA surtout. Donc pour tout ce qui est l'audit de la configuration actuelle des équipements des clients existants Palo Alto et le SLR pour tout ce qui est mise en place des POC. Concernant le nouveau pricing, aujourd'hui, plutôt la semaine dernière, Palo Alto, ils ont annoncé le changement du pricing par rapport à l'acquisition des boîtiers Palo Alto. Ça, c'est dû en fait à l'augmentation des taxes qui sont appliquées par la Chine sur quelques composantes qu'on utilise pour la conception des boîtiers physiques de Palo Alto. Cette augmentation, elle sera de 5% sur le prix d'acquisition des boîtiers physiques, toute la gamme, Panorama, sur les boîtiers physiques Panorama et sur l'appliance Sandboxing Wildfire. La souscription n'est pas concernée, mais ce nouveau pricing sera appliqué à partir du 1er novembre.
Donc sachez que tous les devis qui ont été faits avant le 1er novembre, ils ne seront plus valables. Il faut les remettre à jour avec les nouveaux prix. Donc même pour nous, les cotations qu'on a sur le portail de Palo Alto, on est obligé de tous les refaire. Donc si vous arrivez à closer des deals avant le 1er novembre, c'est bien. Sinon, on sera obligé de refaire tous les devis concernant les demandes que vous avez faites. Il y a demain un webinar, je pense à 17h, où Palo Alto vont le faire sur cette partie-là, où on aura plus de détails par rapport à ce qu'ils vont appliquer. Sachez aussi qu'il y aura, j'ai mentionné ici X parce que j'ai pas encore l'information exacte sur le prix de support des produits end of sale. PA500, PA200, les PA3020, je les ai pas tous en tête, les PA5000, donc le support sur ces produits-là va augmenter. J'ai eu comme information que ça va être de 15%. Donc il faut essayer d'aller voir ces clients-là, d'aller les pousser à faire un refresh de leur base installée. Donc sinon, ils vont subir une augmentation assez conséquente sur le support. Donc nous, à chaque fois que vous nous demandez maintenant une demande de cotation, on vous informe par rapport au changement de prix qui va être appliqué sur les boîtiers physiques de Palo Alto. Pour les promotions, sachez aujourd'hui qu'il y a 2 promotions. Il y a une promotion concernant l'acquisition des boîtiers NFR et l'acquisition de la solution Traps. Ici, à droite, c'est une promotion qui est valable jusqu'au 31 juillet 2020. Ça, oui, c'est pour encourager les nouveaux partenaires qui viennent s'enregistrer pour pouvoir bénéficier du NFR. Mais le 31 juillet 2020, ça ne concerne pas les partenaires qui doivent être compliant d'ici bientôt au niveau de partenariat de Palo Alto. Parce que pour les anciens partenaires, vous avez certainement reçu un email vous disant que vous n'êtes pas compliant par rapport à votre niveau de partenariat, que ça vous manque soit des certifs, soit un NFR. Et normalement, il y a eu un deadline jusqu'au 1er novembre pour pouvoir acquérir le NFR. Et bien sûr, toutes les demandes qui nous ont été faites, on les a fait sur la base de cette promotion-là, afin que vous puissiez être compliant à votre niveau de partenariat. Sur Traps, c'est pas mandatory pour le moment pour la compliance, mais sachez qu'il y a une promotion concernant 80% de remise sur les licences Traps en mode NFR. Il y a aussi une promotion qui vient être lancée juste la semaine dernière, c'est pour pouvoir remplacer le parc Symantec. C'est 15% de remise de plus, en plus des remises qui sont associées à votre niveau de partenariat. Et ça concerne l'upgrade de Symantec, le remplacement de Symantec vers un parc basé sur Cortex XDR. Sachez qu'avec Cortex XDR, 1 Tera de Cortex XDR, donc il y a 200 licences Traps. Donc pour les clients qui migrent vers Cortex XDR avec un minimum de souscription de 10 Tera, ils auront une remise de plus de 15%. Cette opportunité, elle est valable entre le 10 octobre et le 31 janvier. Quand vous faites un DR, vous n'allez pas malheureusement avoir la possibilité de faire des demandes d'extension. Donc essayez si vous avez des clients qui ont du Symantec, essayez de taper trop fort tant qu'il est encore chaud. Comment ça se passe quand vous aurez créé le DR en remplissant le nom du client, le type de produit, Traps. Et il y a un champ qui s'appelle Qualify Campaign. Essayez de chercher le nom de cette campagne-là pour que la promotion soit appliquée. Je sais que pour un 10 Tera minimum de Cortex Data Lake, ça fait beaucoup. Ça correspond à peu près à 2000 endpoints. Mais à Palo Alto seront prêts à faire l'effort certainement pour pouvoir remplacer n'importe quel parc Symantec. Donc, je crois que j'ai fait le tour des outils et tout ce qui est promotion. J'aimerais vous parler aussi des nouveautés concernant les offres de support. Sachez que c'est juste à titre informatif pour le moment. Le support partenaire n'est pas pour le moment impacté, mais juste le support premium en direct. Alors, vous savez ce qui est inclus dans le support premium aujourd'hui, tout ce qui est accès au portail client, pour l'ouverture des tickets, pour pouvoir enregistrer les équipements, le fait de pouvoir bénéficier des templates pour pouvoir mettre des configurations en une journée, lancer des BPA et aussi profiter de tous les partages des informations et des données sur les communautés de Knowledge Base. Bien sûr, ce support, il est basé sur du 24/7, un temps de réponse minimum d'1 heure pour les tickets qui sont critiques. Ça peut aller jusqu'à 8 heures. Et RMA, que ça soit en ex-business day ou en 4 heures.
Ce qui va s'ajouter dans l'offre de Premium Support, c'est ce qu'on appelle l'assurance sécurité. En fait, l'objectif, c'est de mettre à la disposition des clients, quand ils détectent des activités malicieuses au sein de leur réseau, une équipe d'analystes qui ont des outils de threat intelligence pour les aider à faire l'investigation initiale, analyser les logs et surtout les IOC et donner des recommandations par rapport à ça dans un rapport. Donc, c'est pas vraiment un outil d'incident de réponse, mais c'est un rapport qui va permettre d'aider l'équipe SOC, l'équipe support, l'équipe troubleshooting à pouvoir remédier correctement à l'ensemble des incidents. Donc, je redis encore une fois, cet ajout, ça concerne uniquement le Premium Support. Il n'y en a pas beaucoup vraiment en France qui sollicitent ce type de support, on les compte au bout des doigts. Ça va être ajouté prochainement dans le support BKLN, mais pour le moment, faites comme si je vous ai rien dit. Je vous ai dit quelque chose, mais je vous ai rien dit. Et bien sûr, qui dit une nouvelle valeur de proposition, dit un prix qui va être augmenté par un prix qui va être encore plus cher. Donc, c'est comme ça, quand on a un service de plus, les prix augmentent. Il y a aussi un autre type de support qu'on appelle le support Platinum. C'est encore un support plus avancé et plus ciblé par rapport au support Platinum, par rapport au support Premium. La différence, c'est qu'il y a une équipe d'ingénieurs seniors au lieu d'équipe ingénieurs support. Le temps de réponse, il passe de 15 minutes jusqu'à 2 heures au lieu d'une heure jusqu'à 8 heures. Il y a le service assurance sécurité qui est inclus dans le support Platinum. Et en plus de ça, il y a l'assistance d'expert. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'assistance d'expert? C'est que le client, il peut faire appel à un expert pour, par exemple, mettre en place une tâche de prévention, maintenance préventive, proactive, soit par exemple pour valider un changement, pour valider une configuration, pour activer une fonctionnalité, et même assister le client à distance s'il y a par exemple un event qui est organisé par le partenaire ou par Palo Alto pour ce client-là. Il a aussi la possibilité d'avoir une analyse très détaillée quand il ouvre une RMA sur un boîtier particulier. Parce qu'il y a des clients parfois qui ils insistent pour avoir la raison pourquoi ce boîtier il a été défectueux. Donc là, c'est une analyse qui va vraiment être faite pour ce client-là. Et troisième point, quand il s'agit quand on a un ticket qui est très critique, qu'on n'arrive pas à le résoudre à distance, et ben là, l'ingénieur senior, il est prêt à se déplacer sur site pour pouvoir trouver une solution à ce problème-là. Donc, c'est un support Platinum qui vise des clients bien spécifiques, des grands comptes avec des productions très critiques. Donc, ils sont rares les clients qui vont demander ce genre de support. Donc, c'est surtout, on voit ce genre de support au niveau des États-Unis, mais sachez au moins que, voilà, il y a le support Platinum qui va être lancé à partir du 1er novembre. Bon, là, quand je vous ai dit, pour le support Premium avec l'assurance sécurité qui va être ajouté, bien sûr, ça va impacter les prix. Le prix sera plus cher. De combien exactement, je ne sais pas. Et le support partenaire, ça va être impacté aussi, mais prochainement. Pour le moment, le prix du support ne va pas changer. Donc, voilà. Gardez juste en tête que c'est le prix des acquisitions qui va augmenter de 5% et le prix des supports des produits end of sale qui va augmenter a priori de 15%. D'accord? Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, j'attends vos questions. Si vous avez des questions, donc... J'espère que cette session a été utile pour vous. Ça vous a permis d'avoir une idée sur l'ensemble des produits de Palo Alto et surtout sur l'ensemble des outils qu'il propose, notamment le BPA. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question. Bonjour. Comment générer le AK Migration Tool? Outil dispo sur la plateforme. En fait, c'est un outil payant. C'est pas payant. D'après ce que c'est pas payant. Comment on accède à l'outil expédition exactement? Je ne sais pas, peut-être à travers le portail client, mais je vais revenir vers vous par rapport à ça. Bonne question. Qu'est-ce que j'ai encore? Peux-tu m'envoyer l'enregistrement de la vidéo? Oui, bien sûr. Le support BKLN, support premium, il semble que c'est la même chose. En fait,
Il y a deux types de supports. Il y a le support premium. Quand vous demandez une cotation, faites attention à la description. Il y a le support -BKLN. Quand c'est -BKLN, c'est un centre de support qui le fait. Un centre de support autorisé par Palo Alto. Donc ça peut être Miel, ça peut être Exclusive, ça peut être le partenaire lui-même quand il a un niveau de partenariat Platinum ou Diamond. Et il y a le support direct premium, où le client ouvre un ticket directement avec Palo Alto, sans passer par le centre de support, sans passer par le partenaire. Et le prix, oui, prix public c'est le même, mais peut-être si vous faites une demande, vous allez remarquer que le discount c'est pas pareil. Le discount, il est un peu moins agressif sur le support premium et plus agressif sur le support BKLN. C'est pour en fait encourager le client à opter pour le support BKLN et ça fera moins travailler l'équipe Palo Alto. Donc voilà. Donc je suis en train de lire toutes les. J'attends une copie de cette visio. Oui, bien sûr. Je vais vous envoyer. Ça. Je pense, ça y est, j'ai plus de questions. Sachez que Miel, l'équipe Miel, que ce soit l'équipe des chefs de produit, que ce soit l'équipe avant-vente, que ce soit l'équipe Channel, on est là pour vous accompagner sur la partie commerciale ainsi que sur la partie technique. Surtout, n'hésitez pas. Et encore une fois, merci à vous tous. Vous êtes restés jusqu'à la fin, à moins que vous avez laissé juste le PC allumé et vous êtes partis ailleurs, mais merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Voilà. Merci et bonne fin de journée. Au revoir.